David Lorion, bonjour. Bonjour. Alors j'ai voulu vous inviter parce que ça fait exactement 2 ans et demi que vous avez été élu, donc vous êtes à mi-mandat, et je voulais faire avec vous un point sur ces 2 années et demie que vous venez de passer à l'Assemblée nationale. Si vous deviez, d'une expression, en quelques mots, résumer votre action en ces 2 ans et demi, vous diriez quoi? Tout d'abord, c'est une action qui est difficile. Difficile parce qu'on est dans l'opposition par rapport à un gouvernement dont la priorité n'a pas été l'outre-mer. Clairement, l'outre-mer a été une partie oubliée, un angle mort de la politique nationale. Et donc, nous, on s'est battu, d'ailleurs, tous députés confondus, à essayer de faire exister l'outre-mer, à essayer de faire exister La Réunion. Y compris les députés de la République En Marche, d'ailleurs. Y compris les députés de la République En Marche, et y compris les députés de gauche, y compris les députés de droite. On s'est tous battus pour dire que La Réunion, ça existe. Il y a des difficultés. Enfin, les DOM de façon générale. Les DOM, ça existe, mais La Réunion, pour les députés de La Réunion, ça existe. Il y a des difficultés. La population crie au secours, quelquefois, et le gouvernement ne l'entend pas, et ne l'a pas bien entendu encore. Voilà. Alors, Emmanuel Macron est venu à La Réunion. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a annoncé ici? Alors tout d'abord, il faut faire attention, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont simplement le rétablissement de mesures anciennes qu'il fait passer pour des nouvelles mesures. C'est le cas du rétablissement de l'accession à la propriété, qui était une très bonne mesure, qui existe depuis 1987 quand même, je rappelle, qui a été supprimée pendant 3 ans, qui a rendu évidemment un désespoir généralisé pour les familles et pour les entreprises, qu'il remet en fait seulement dans le projet de loi de finances et pas dans la loi, et qu'il fait passer pour un cadeau. En réalité, ce n'est pas un cadeau. Et ça annonce bien que ça va durer qu'un certain temps, le temps que d'autres choses arrivent, mais c'est temporaire. Hein, c'est ce que je veux dire, il ne remet pas dans la loi. Donc, il me semble quand même qu'aujourd'hui, il est venu en tournée électorale, très probablement. Il est venu pour appuyer sa ministre qui est en difficulté quand même, hein, quelquefois. Mais les mesures qu'il a annoncées, c'est simplement la suite de la grande réforme économique de l'année dernière, en réalité. Cette grande réforme économique qui bascule le crédit innovation, le crédit d'impôt vers une exonération de charges, d'accord, pour les entreprises. Et on s'aperçoit que ça ne s'est pas fait à l'euro près, qu'il y a de très nombreuses entreprises qui ont perdu évidemment, dans ce changement. Les infos, nous on la voit bien, on est perdant. Les infos, comme beaucoup d'autres presses. Comme tout le monde, je crois que c'est comme tout le monde. Tout le monde est perdant. En fait. Le BTP est perdant aussi. Alors on a relancé un plan logement, il faut attendre les effets. Pour l'instant, les effets ne se feront pas sentir. Les petites entreprises sont toujours en difficulté, les artisans sont toujours en difficulté, les familles n'ont toujours pas de logement, et on n'a pas consommé les crédits qui étaient alloués. Alors, vous avez vu les interviews sans doute, j'en ai parlé à la ministre, le fait qu'on n'ait pas consommé, ce n'est pas la faute des collectivités. Le fait qu'on n'ait pas consommé, ce sont les services déconcentrés de l'État qui, à force de retarder le traitement des dossiers, fait que ces dossiers sont passés à la trappe. Et c'est inadmissible qu'on perde 100 millions d'euros. On s'est tous battus à mi-mandat pour maintenir, non pas augmenter quand même, maintenir le budget outre-mer vers 2,5 milliards d'euros à peu près. Mais aujourd'hui, il y a 100 millions d'euros qui n'ont pas été consommés, non pas par la faute des collectivités, mais par quelquefois l'ingérence ou l'incompétence des services déconcentrés de l'État. Alors ça, c'est, je dirais, ce qu'on a évoqué très récemment. Mais quelle autre mesure que vous auriez aimé voir annoncée et qui n'ont pas été? Vous savez, ce qu'on attendait réellement, je crois, au début de ce mandat, c'était ce qu'on appelle une loi programme. C'est-à-dire une vision de l'outre-mer sur 10 ans. Sarkozy l'avait fait en 2007, en disant qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les priorités pour l'outre-mer sur 10 ans. Les priorités, par exemple, de l'enseignement, de l'éducation, de l'illettrisme. En disant qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs qu'on place pour 10 ans. Là, on dit c'est une priorité, mais quel moyen derrière, on ne sait pas. C'est une priorité dans la forme, c'est une priorité dans le discours, mais ce n'est pas une priorité dans les lignes budgétaires. Donc moi, ce que j'attendais, c'est une loi programme pour 10 ans. Quelles sont les priorités qu'on met pour 10 ans? Est-ce que la production locale est une priorité? Comment on fait pour que ça devienne une priorité? Quelle est la part de marché? Quel est l'objectif qu'on veut obtenir? Est-ce que l'emploi des jeunes est une priorité? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des jeunes? Comment on les accompagne en stage? Comment on les accompagne en mobilité? Comment on les accompagne lorsqu'ils entrent dans le marché? Évidemment, je ne suis pas contre les emplois francs. Mais ça doit venir dans le cadre général avec un objectif très précis en disant on veut abaisser le chômage chez les jeunes, non pas de 50% comme il est maintenant, mais à 20 ou 25%, comme c'est encore trop, certes, mais déjà divisé par 2 sur 10 ans,
Voilà un objectif. Mais on n'a rien de ça. On a un ensemble de lois qui sont des réformes budgétaires, techniques, qui sont appliquées pour 1 an ou pour 3 ans et qui ne réglera en définitive rien de l'histoire du développement de La Réunion. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État, à travers la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales, mette la main sur l'ensemble des SEM qui s'occupaient du logement social à La Réunion? Je pense à la CDR, la Sèche-la-Mer et tous les autres SEM qu'il y avait. C'est une réforme très technocratique, très bureaucratique et très bancaire, en réalité. Lorsqu'on rachète, lorsque la CDC Habitat, en fait, rachète l'ensemble des SEM, évidemment, ça permet à ces SEM de renflouer leurs comptes. Que ce soit la CIDER, que ce soit la CEMADER, ou Action Logement, que ce soit la CEDRE. Ça permet une trésorerie plus importante, ça permet un investissement plus important. C'est sûr. Mais en même temps, ça éloigne la décision d'investissement, d'urbanisme, d'aménagement loin de La Réunion. Il ne faut pas oublier quand même que dans ces SEM, il y avait avant un conseil d'administration qui était fait des élus du territoire, des techniciens de ces sociétés. Et il y avait un consensus qui était pris entre l'ASEM et les politiques. Aujourd'hui, les politiques n'y sont plus à la CDC Habitat. Il n'y a plus de décision politique. Ça va être une décision, évidemment, de faire plus de logements. Mais le problème, ce n'est pas de faire plus de logements. C'est comment mieux habiter, comment avoir un peu d'humanité lorsqu'on loge les gens. C'est comment faire en sorte... Il y a une multitude de logements possibles. Donc ensuite, il y a aussi un choix politique. Quel type de logement on veut créer également? Alors, ce n'est pas sûr que la différenciation soit aujourd'hui plus importante qu'elle n'a été hier. Je crois quand même que pour faire du bon logement, il faut une participation plus active de ceux qui vont être logés et des acteurs, c'est-à-dire du maire de la ville, qui sait mieux peut-être que tout le monde où et quand il veut développer du logement dans sa ville. Parce que c'est un endroit où il y a des écoles, où il y a des bus. C'est pas seulement quand il y a du foncier qu'on fait des logements. Pour construire une ville, il faut une harmonisation de cette ville. Il faut faire en sorte que les logements qui sont construits intègrent une situation où les gens ont envie d'habiter dans ce quartier parce qu'il y a un certain nombre de proximités. Le service public, les transports pour y arriver, etc. Il n'y a rien de pire lorsqu'on essaie de faire un maximum de logements sans prendre et sans faire attention au lieu et au type de destination que l'on construit. Et je crois que le fait que de regrouper au sein de la CDC Habitat ou de regrouper au sein d'Action Logement ne va pas rendre plus facile le fait d'habiter. On va peut-être construire plus de logements, mais on ne va pas faciliter cette fonction qui est la fonction d'habiter. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on va construire plus de logements? Est-ce que vous en êtes certain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir demain l'État, à travers la CDC Habitat, dire tout compte fait, on ne va pas construire X milliers de logements, mais on va construire un peu moins parce que ce n'est pas nécessaire, et l'État, ce sera un moyen pour lui de faire des économies? Simplement parce que la CDC Habitat, c'est une banque. Et une banque, c'est fait pour investir. Et comme les taux sont bas, je crois qu'ils vont investir beaucoup. Mais pas forcément un nombre de logements et le type de logement dont on a besoin. Je crois que la dynamique, c'est de faire plus de logements et que l'État attende à ce que la CDC Habitat fasse plus de logements à travers, évidemment, la CIDER. Je crois que la CDC Habitat attend que la CEMADER fasse plus de logements à travers la proportion d'actions qu'il a pris. Donc je crois qu'on peut faire plus de logements. Mais le tout n'est pas de faire plus de logements, le tout c'est de faire travailler les entreprises locales qui attendent à travailler, et le tout c'est de faire aussi des logements qui conviennent bien aux familles qui ont besoin d'habiter quelque part. Un autre dossier qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours, c'est le rachat de Vendémia par le groupe Ayotte. Pas encore. Oui, enfin, c'est dans les tuyaux, ils sont Oui. candidats. Et puis, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous êtes très réticent? On a participé, comme l'ensemble des autres députés, à écrire en disant au président de la République de faire attention. C'est une opération très importante, très lourde par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. C'est la plus grosse qu'il y ait jamais eu, une concentration qu'il y a eu en Outre-mer. Et donc forcément, face à cette opération, tous les acteurs locaux sont les acteurs qui doivent faire attention à ce que cette opération ne déséquilibre, ne déstabilise pas, évidemment, l'ensemble de la distribution à La Réunion. Le groupe Ayotte n'est pas complètement stupide non plus, et donc il a pris les précautions en revendant, avant même d'acheter, en réalité, une partie des scores qu'il a achetés à un autre groupe local qui s'appelle MAC Distribution. De manière à ce que le dossier qu'il présente à l'autorité de la concurrence soit un dossier acceptable.
très certainement, l'autorité de la concurrence va encore revoir et ajuster un certain nombre de ventes. On évoque une dernière grande surface qu'on pourrait l'obliger à céder. Exactement, de manière à ce que tout ça puisse avoir un accord de l'autorité de la concurrence. Pour les surfaces de distribution essentiellement alimentaires. Et je crois que la situation dans laquelle on va être une situation du duopole, avec d'un côté Leclerc, de l'autre côté le groupe Bernard Hinault, et puis un ensemble, 5 ou 6 grands distributeurs qui auront des parts qui vont tourner autour de 10-15%. Et donc cette situation est à peu près acquise aujourd'hui. D'accord ? Je vois mal l'autorité de la concurrence refuser une vente, coulant le groupe Casino, qui ne pourrait pas vendre parce qu'il n'aurait pas d'acheteurs. Je vois mal, en réalité. Ce qui est le plus inquiétant, en réalité, ce n'est pas cette situation dans laquelle l'équilibre pourrait, évidemment, être trouvé. Il y a deux choses qui m'inquiètent. Un, c'est que ces grands groupes de distribution, pour l'instant, ne sont pas obligés d'acheter des produits locaux. Et ce qui fait tourner l'économie de La Réunion, c'est pas seulement qu'il y ait des grandes surfaces. Ces grandes surfaces soient obligées, pour une part de leur rayonnage, d'acheter des produits locaux. J'ai déposé une proposition de loi en ce sens. J'attends, évidemment, du gouvernement qu'il la regarde. Et cette proposition de loi n'est pas qu'un député, c'est une proposition de loi du monde de la production, de la DIR, de la PME, etc. Parce que ça serait bien que ces grands distributeurs acceptent, de par la loi, d'offrir une place supplémentaire à la production locale. La deuxième inquiétude, c'est que le groupe Hinault n'est pas évidemment que dans la distribution, il est dans de nombreux autres domaines, et on sait très bien que, non pas que dans chacun des domaines, il est le monopole, ce n'est pas tout à fait le cas, mais le poids économique que représente un seul groupe dans l'ensemble, évidemment, de l'économie de La Réunion, fait qu'il peut, évidemment, avoir une pression importante sur les groupes de publicité, sur les médias, etc. Et sur les fournisseurs. Sur les fournisseurs, sur le fret. Bon. Et ça, il faut, évidemment, que l'on fasse attention et que on trouve une solution pour qu'il n'y ait pas, un chapeau Hinault sur l'ensemble de l'économie de La Réunion. Surtout qu'il est très difficile de savoir aujourd'hui exactement ce que le groupe Hinault possède à La Réunion, puisqu'il refuse de publier ses comptes. Donc, oui, ça c'est un peu comme dans tous les grands groupes. Hein. Si tous les grands groupes déposaient leurs comptes, ça serait formidable. Alors que la loi prévoit que tous dépendent. Et donc là, l'État devrait un peu mieux faire son travail en disant à tous... L'amende est très faible. Peut-être que vous, en tant que député, pourriez proposer une amende plus forte, peut-être. On pourrait évidemment le faire, mais l'État pourrait quand même obliger à tous les groupes de déposer, évidemment, ses comptes au tribunal, parce que c'est la loi, quelle que soit l'amende ou la hauteur de l'amende. Voilà. Est-ce que vous pensez crédible ce chiffre qui circule, qui a été fourni par un spécialiste, un expert, entre guillemets, qui dit que quand un Réunionnais dépense 100 € à La Réunion, il y a 40 € qui vont dans les poches du groupe Hinault? Je ne valide pas de chiffres, je n'ai même pas, moi, fait de calcul ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr qu'il faille exactement le calculer de cette manière. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le Réunionnais dépense pour beaucoup d'autres choses que des achats en grande surface ou des achats de sport ou des achats d'automobiles. Il dépense évidemment pour des achats chez les médecins, pour des achats de loisirs, etc. Je ne suis pas du tout convaincu par ce chiffre. Dans les autres dossiers importants qui vont venir bientôt sur le tapis, l'octroi de mer, vous en pensez quoi? Les Gilets jaunes, les Réunionnais d'une façon générale, vous disent qu'il faut supprimer l'octroi de mer. Pour le remplacer par quoi? C'est ça qu'ils ne savent pas, mais si jamais l'octroi de mer disparaît, on remplacera par de la TVA. Oui. Et ils paieront la même chose, voire même plus, parce que ce que les gens ignorent, c'est que l'octroi de mer, c'est moins que la TVA à La Réunion. Oui, vous avez la réponse. C'est-à-dire les gens qui disent qu'il faut supprimer l'octroi de mer ne disent pas à chaque fois par quoi on remplace l'octroi de mer. Parce que l'octroi de mer rapporte à peu près 400 millions d'euros à La Réunion. On remplace l'octroi de mer par quoi? Est-ce que c'est l'État qui met en place une dotation globale de financement de l'outre-mer pour remplacer l'octroi de mer? Je ne le crois pas. Il le fera peut-être, mais à ce moment-là, il doublera la TVA et on sera perdant. Je ne suis pas tout à fait sûr que même en doublant la TVA, l'État veut le faire. C'est pas du tout. Et avec le risque que tous les ans, il diminue le... Oui, je crois qu'il faut faire attention. On a une TVA qui est de 8,5% à La Réunion, qui est de moitié moins que la TVA métropolitaine.
Et on a une vraie autonomie fiscale, la région a une vraie autonomie fiscale par l'octroi de mer. Et je répète, la part que payent les Réunionnais en octroi de mer est moins importante que la TVA. C'est-à-dire que si demain on devait... Tout à fait, puisque la base de la TVA, c'est l'ensemble des factures, voilà. Et l'octroi de mer, c'est que sur les produits importés. La vraie difficulté avec l'octroi de mer, ce n'est pas qu'elle existe, c'est qu'on ne sait pas combien on paye. La vraie difficulté, c'est une difficulté de la transparence de l'octroi de mer. Là, on pourrait peut-être faire des efforts pour rendre cette taxe transparente, c'est-à-dire de savoir exactement sur certains produits combien on paie. Savoir quels sont les produits sur lesquels il y a un différentiel et les produits sur lesquels il n'y a pas de différentiel. Cette transparence de l'octroi de mer, les Réunionnais la doivent. On la doit aux Réunionnais. Parce que lorsqu'on paie une taxe, on doit savoir sur quoi on la paie. Et je crois que ça ferait du bien à cet impôt, qu'elle soit plus transparente. Et on découvrirait que, par exemple, sur une multitude de produits, il y a 0 octroi de mer. Par exemple. Chose qu'on ignore. Par exemple. Mais je vous dis, la transparence de l'octroi de mer ferait du bien à cet impôt et on comprendrait que cet impôt n'est pas la source. Il faut faire comment ? Une application, quand vous regardez un prix, vous avez exactement le montant de l'octroi de mer pour payer ? Non, on peut, par exemple, d'abord simplifier les taux. Aujourd'hui, il y a 13 taux d'octroi de mer, on peut simplifier les taux. On peut différencier deux produits. Les produits sur lesquels il y a une taxe qu'on appelle l'octroi de mer, sur lesquels on peut imaginer qu'il y a une taxe fixe. Et puis les autres produits qu'on pourrait étiqueter avec une étiquette particulière, sur lesquels ce sont des produits avec un différentiel de taux et sur lequel on connaît quel est le différentiel. Et il y a un mécanisme auquel on s'habituerait. Je vois bien voilà. l'ancien monde. Mais les jeunes de nos mondes, ils vous diraient, il suffit de faire une application et on scanne et on voit tout de suite combien on paye. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verrait sur chaque produit quelle est la part de la taxe que l'on paie et quelle est la part aussi de la marge qui est faite par rapport à notre produit. Exactement. Et donc, la transparence, c'est ce qui va permettre aux consommateurs de mieux choisir les produits et peut-être de choisir des produits de production locale plutôt que des produits importés. Oui, parce que souvent, ils ne sont pas taxés, ceux-là. Tout à fait. D'accord. L'avenir de la canne. La canne a-t-elle encore un avenir ? Oui, comme l'ananas et comme le litchi. Pas plus, pas moins. Je crois qu'il faut faire attention. Il ne faut rien perdre. Il faut tout gagner. Si on veut pouvoir développer une économie agricole, prospère, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher de ce qu'on sait faire déjà. Et sur quoi on a déjà un certain nombre d'avantages, que ce soit en subvention européenne, que ce soit en savoir-faire, que ce soit en savoir-faire industriel. On peut faire plein d'autres choses à La Réunion. Et il y a de la place, il y a du terrain pour faire plein d'autres choses. Alors, la canne, j'entends votre réponse, mais est-ce que la canne a vocation à ne faire que du sucre ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose avec la canne ? Bien sûr, mais elle fait déjà autre chose. Elle fait du sucre, elle fait de la mélasse, elle fait de la bagasse, elle fait de l'énergie. Oui, par exemple, on ne fait pas d'éthanol. À Maurice, on en fait, ici, on n'en fait pas. Mais on peut en faire. Ben, pourquoi on ne fait pas ? Ça fait 10 ans qu'ils en font à Maurice et nous, on n'en fait toujours pas. Peut-être parce que le marché n'est pas présent, mais la canne peut servir à plein d'autres choses, évidemment, que au sucre qu'elle produit aujourd'hui. Mais ça a été l'évolution de la canne de toujours. La canne est partie pour faire du sucre, on a fait du rhum, on a fait de la mélasse, on a fait de la bagasse, on a fait de l'électricité. Demain, on peut refaire de l'éthanol. Mais c'est une filière riche de sens aujourd'hui. Parce qu'on a des acteurs industriels, parce qu'on a des industries, parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a des génomes qui sont de la canne à sucre qui sont bien connus, parce qu'on est parfois, avec le cerf, l'un des meilleurs producteurs de variétés de canne au monde. Et donc, il ne faut pas perdre ça. Je veux dire, ça serait fou d'abandonner un secteur dans lequel on est très bon parce que c'est subventionné. Toutes les agricultures sont subventionnées. Qu'on fasse mieux dans d'autres domaines, très bien, et moi je le souhaite. On souhaite qu'on développe d'autres filières, bien évidemment, mais il ne faut en aucun cas faire une concurrence de la filière avec autre chose. Il n'y a pas la canne, il y a des filières agricoles qu'il faut toutes garder et qu'il faut toutes augmenter et il faut toutes, évidemment, les rendre rentables. Ça fait penser à quelque chose. Il y a un industriel qui a voulu monter à La Réunion une petite industrie où on transformerait la canne de façon à pouvoir en fabriquer un plastique. On va dire ça, parce que le terme n'est pas juste, mais on peut fabriquer par exemple des bouteilles qui seraient faites à partir de la canne. Il a été tellement peu aidé qu'il va le faire à Maurice. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas anormal, mais il faut évidemment voir pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Ça se passe comme ça parce qu'à La Réunion, on n'a pas de culture d'une économie à risque. On n'a pas de financement à risque. Lorsque j'étais à la région entre 2010 et 2017,
J'ai travaillé notamment sur des financements d'activités à risque. La région a sorti depuis, puisque ça s'est développé, la mise en place avec l'aide de la FEI et la BEI de financement à risque. On manque de banques qui sont des banques de dépôt à La Réunion, qui ne sont pas des banques d'entreprise. Notre capacité à accompagner des entreprises qui sont des start-up est trop faible. On a certes des subventions européennes qui sont très cadrées, mais les banques n'accompagnent pas assez des porteurs de projets et les taux sont trop élevés. La BPI, je le dis, ne joue pas son rôle aujourd'hui suffisamment de prendre des risques pour accompagner des entreprises qui sont des start-up. Je pourrais vous donner des noms d'entreprises qui ont essayé de trouver des fonds à La Réunion pour se développer, qui n'ont pas réussi et qui ont été obligés de chercher des fonds, pas seulement cette entreprise, des start-up qui fonctionnent, qui ont été obligés de chercher des fonds à Maurice parce qu'on ne les aide pas assez. En Chine. Bien sûr, parce qu'on ne les aide pas assez, et c'est toute la différence entre une économie innovante et une économie qui ne l'est pas. Dans les dossiers importants que vous gérez, lesquels vous mettriez en avant aujourd'hui? Quelles sont vos priorités sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui? C'est la production locale. C'est notre capacité à faire sur place une production réunionnaise, une agriculture réunionnaise, des produits réunionnais, des services réunionnais, et à défendre ce qu'on est capable de faire sur place. Parce que de là, ça va être la capacité de donner du travail à des Réunionnais, ça va être la capacité à être fier d'être Réunionnais, ça va être notre capacité à exporter des produits de niche, certes, mais des produits réunionnais. C'est notre raison de vivre que de notre savoir-faire. Oui, mais là-dedans, on pense aux fruits. On a les meilleurs fruits au monde. On a les meilleurs ananas, on a les meilleurs mais on a les meilleurs architectes tropicaux du monde. Oui, mais quand on voit qu'on nous interdit de pouvoir exporter nos fruits parce que soi-disant l'Europe nous en empêche, on marche sur la tête. Oui, mais bien évidemment qu'on marche sur la tête. Parce que si on est soumis aux mêmes règlements européens, on ne devrait pas être aussi contrôlé lorsqu'on veut exporter en Europe. Mais c'est nous qui avons demandé à ce que le règlement européen s'applique de cette manière à La Réunion. Donc il y a évidemment un rappel à faire sur la situation dans laquelle on se trouve pour bénéficier évidemment des financements européens, ce qui aujourd'hui nous pénalise. Mais au-delà de la difficulté à exporter liée à ce problème sanitaire, il ne reste pas moins vrai que dès qu'on aura réglé ce problème sanitaire, on pourra exporter des fruits, peut-être avec des techniques nouvelles, notamment pour conserver la saveur du fruit sur une plus longue durée, et on va pouvoir développer cette filière. Comme on peut développer non seulement des filières agricoles, mais on peut pouvoir développer des filières aussi tertiaires. On a d'excellents ingénieurs, d'excellents architectes sur des problématiques, par exemple, de construction en milieu tropical humide, de construction avec des cyclones, qu'on peut exporter ailleurs, qu'on peut exporter dans la zone. Le président de la République lui-même a défini des angles, notamment de développement, en disant « La Réunion s'inscrit dans cet axe Indo-Pacifique ». Il faut qu'à un moment donné, on se saisisse de ça. On a des entreprises, notamment digitales, qui sont des entreprises très performantes. Il faut leur donner les moyens d'aller au-delà. Il faut les accompagner sur le plan financier. Il faut les accompagner pour qu'ils aillent chasser en meute, évidemment, sur des marchés extérieurs. Il faut les accompagner dans le domaine juridique avec des juristes qui permettent évidemment de s'implanter dans des entreprises ailleurs. Notre capacité, on l'a. Aujourd'hui, il faut qu'on la développe encore. Il faut que le gouvernement nous aide à la développer encore. Le gouvernement est aujourd'hui très timoré sur la réussite réunionnaise. Je suis le seul avantage que le président est venu, c'est qu'il a enfin reconnu qu'il existe un modèle agricole réunionnais. C'est quand même extraordinaire. Ça fait 40 ans qu'on le développe, le président dit c'est pas si mal ce que vous faites. Heureusement, parce qu'à chaque fois qu'on prenait la parole en commission ou à l'Assemblée nationale, on se disait mais oui, développez un peu votre production agricole, diversifiez votre production agricole, parce que les députés de la République ne sont souvent absolument pas au courant de la qualité de notre économie et de notre production. Très bien. Écoutez, merci en tous les cas. Merci à vous, merci de m'avoir invité. On se reverra régulièrement pour que vous nous fassiez un peu un point sur votre travail à l'Assemblée. Merci en tous les cas. Merci Pierrot.